Ce livre, nous sommes nombreux à l'avoir lu, alors même que nous nous demandions avec quel matériel nous allions débuter l'astrophotographie. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une sorte de Bible. Et ce n'est pas tous les jours que l'on a le privilège d'échanger avec l'auteur d'un livre sacré. Première question qui forcément me taraude, surtout après avoir lu l'astrophotographie, qui est quand même très technique. C'est vrai que quand on va démarrer et qu'on lit Ah, l'astrophotographie, on mesure tout ce qui va être à apprendre. C'est quel est le parcours de Thierry Legault pour devenir Thierry Legault et faire ce que fait Thierry Legault? les choses se sont faites comme ça, par envie, par opportunité. Ça a commencé, j'étais gamin, j'étais môme en fait, hein. J'ai eu ma première petite lunette. D'ailleurs, je l'ai acheté il y a quelques années. Enfin, j'ai acheté la même d'occasion il y a quelques années, une petite lunette de 50 millimètres qui trône dans mon salon. Donc ça me rappelle tellement de souvenirs. Je l'ai eu, je devais avoir 13 ans à peu près. J'ai regardé la Lune, j'ai découvert Saturne avec ça. Et pour un gamin de 13 ans qui déjà s'intéresse un peu aux sciences, un peu à l'astronomie, je lisais Science et Vie de temps en temps à l'époque. Ouais, c'était fabuleux, quoi. Je me souviens, j'ai découvert Saturne un matin juste avant d'aller à l'école. Là, c'était en hiver, il faisait froid. J'avais plus envie de partir, j'avais plus envie d'aller à l'école. J'étais scotché sur la lunette avec les anneaux de Saturne, c'était fabuleux. Et puis voilà, j'ai bricolé. Après, j'ai eu des instruments un petit peu plus grands. J'ai fait un grand break d'une dizaine d'années. Et puis au début des années 90, l'envie m'a repris quand même. L'astro, c'est quand ça démarre, quand on est jeune. En général, on attrape le virus. Enfin, c'est pas un mot très à la mode en ce moment, mais euh, quand on attrape le virus, ça nous lâche plus, quoi. Moi, je connais plein de gens dans ce monde-là. Ça les a pris jeunes et puis ça les a jamais lâchés. Donc, début des années 90, je me suis dit, bon, allez, je m'y remets. Et puis là, je disais, bon, le visuel, c'est bien, mais la photo m'a toujours intéressé. J'avais fait un tout petit peu de photos aussi quand j'étais ado, derrière mon télescope. Et là, je me suis dit, quand même, la photo, on garde une trace, voilà, c'est quand même intéressant. Et puis, c'est le moment, c'est un peu par hasard, en fait, où le numérique a commencé à arriver, hein, les premières caméras CCD, comme on les appelle encore maintenant plus ou moins comme ça. Première caméra CCD, début des années 90. Alors, bon, il y avait quelques dizaines ou centaines de milliers de pixels, il n'y en avait pas beaucoup. Les caméras étaient super lentes. Ma caméra, je l'ai eu en 93. Elle avait un demi-million de pixels, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Mais alors, il fallait 35 secondes pour récupérer une image, quoi, une seule. Donc, rien que la mise au point, déjà, c'était un enfer. On n'imagine pas aujourd'hui, mais à l'époque, on trouvait ça formidable. On n'imaginait pas du tout ce que ça aurait pu être 30 ans plus tard. Et donc, c'était fabuleux déjà. Et les prouesses que ça faisait, même avec des appareils aussi, on va dire, rudimentaires au standard de maintenant, au niveau des détails, de la profondeur en ciel profond, avoir une galaxie en quelques secondes de pause pratiquement. Enfin, c'est quelque chose en argentique. C'était une vraie révolution, un peu comme l'invention de la spectroscopie ou même de la photo en astronomie, quoi. C'était un truc fabuleux. Donc, de nature ingénieur, intéressé par la technique, en plus, voilà, bidouiller avec un appareil électronique, derrière des logiciels de traitement derrière, un télescope, voilà, c'était le rêve, quoi. Et puis c'était une époque de pionniers, donc on n'était pas nombreux à avoir ces bidules-là, parce que ça coûtait assez cher, donc il fallait quand même y mettre une partie de ses économies. Les ordinateurs, je me souviens, j'avais acheté un ordinateur portable pour pouvoir le trimballer. J'habitais en appartement à l'époque, donc il fallait pouvoir tout mettre dans la voiture. L'ordinateur portable, je l'ai acheté en 93, ça coûtait un prix mais délirant. Mais bon, voilà, j'ai fait les premières images avec, c'était extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Les images n'étaient pas extraordinaires, mais moi, je trouvais, je trouvais ça extraordinaire. La Et sensation puis, devait être, voilà, l'émotion enfin, devait être là. Ouais. à l'émotion, oui, oui. Et puis, que je disais, on n'était pas nombreux à en avoir, donc c'était une époque un peu de pionnier quand même. Je ne dis pas que j'en étais un, mais c'était une époque où tout le monde avançait. À chaque fois, on découvrait quelque chose. Enfin, on expérimentait. Voilà, il y avait un livre qui existait déjà, celui de Christian Buil, qui était déjà une mine une source de renseignements extraordinaire à l'époque. Il avait construit la première caméra CCD amateur, fin des années 80. Il avait fait son bouquin. Alors, dans son bouquin, il y avait des aspects techniques
voilà, de refroidissement, de l'électronique, mais je n'ai pas tout compris. Mais il y avait déjà aussi énormément de choses sur le traitement des images. Et à la suite de ça, il a sorti son premier logiciel de traitement, l'ancêtre d'Iris, si vous connaissez, qui s'appelait MIPS. Et là, avec une documentation épaisse comme ça, et il y avait tout dedans, quoi. Tous les pré-traitements, les darks, les flats, tous les traitements, même de la spectroscopie. Il y avait des choses pour les planètes. Enfin, il y avait une quantité de choses fabuleuses. Et j'ai appris énormément de choses à partir de là. Et puis bah, ça a continué. J'ai eu la chance de rencontrer Gérard Terrin, qui est quelqu'un qui n'est pas forcément connu maintenant des plus jeunes, mais qui était très connu dans les années 80, surtout dans les années 80, oui, parce que c'était un des rois de l'argentique. Il a fait des photos de ciel profond, mais aussi surtout de lune et de planètes qui étaient pratiquement inégalées. Et en argentique, c'était un exploit d'arriver à faire ça. J'ai fait sa connaissance. Et puis, bah, on s'est bien, on va dire, profité l'un à l'autre, puisque lui, il m'a appris des choses sur l'aspect télescope, collimater un télescope, le régler, voir s'il était bon optiquement. Et puis moi, j'ai apporté le côté qu'il avait sorti son télescope Takahashi, moi j'avais sorti le mien aussi, Takahashi. Et puis, je commence à faire des images de la Lune avec la caméra CCD, donc une image toutes les 35 secondes. Bon, ça n'allait pas vite, mais au moins on avait les images tout de suite. Et pas comme l'argentique où il fallait attendre le lendemain pour développer les films. Puis moi, la Lune, j'y connaissais rien. Donc, je ne savais pas juger si une image lunaire était nette, très nette, pas nette du tout. La Lune, c'est plein de cratères. Alors, bon, on voit un cratère, un grand, un petit, on ne se rend pas bien compte. Et je savais que lui, il avait un œil de lynx et un avis extraordinaire, puisque comme je disais, c'était un roi de la photo lunaire et planétaire. Je commence à faire les premières images, et puis les images apparaissent à l'écran du portable, là, dans le coffre de la voiture, derrière le télescope. Première image apparaît, je le regarde, je lui dis, bon alors, il regarde l'écran, il dit, oh putain, oh putain. Le lendemain, il a acheté la caméra CCD, l'ordinateur portable, et puis voilà, c'était parti. C'est vraiment initié un mouvement, là. Ah, mais ça écrabouillait les prouesses qu'il avait pu faire en argentique avant, quoi. C'était vraiment Une révolution. Une révolution, vraiment. Ouais. Autant le numérique a été une évolution, je dirais, en photo courante, le numérique a été une évolution importante, mais en astronomie, on n'imagine pas, les gens qui n'ont pas fait d'argentique n'imaginent pas la difficulté et la complexité qu'il peut y avoir à faire la moindre photo en argentique avant, quoi. C'était incroyable. C'était entre traverser l'Atlantique en avion et traverser l'Atlantique à la rame, quoi. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et puis, donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer du monde. Le Christian Bale dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire une mission au Pic du Midi avec lui pour la chute de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter en 94. C'était une première mission au Pic du Midi. Puis voilà, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, voilà, je me suis mis à faire un peu de tout, un peu de planétaire, un peu de ciel profond, un peu de solaire, avec tout type d'instruments. Et puis en fin des années 90, début des années 2000, je faisais pas mal d'imagerie lunaire. Et puis Serge Brunier, qui est journaliste et astronome amateur, oui, m'a proposé de faire un livre chez Larousse, le Grand Atlas de la Lune, qui est épuisé depuis très longtemps. Voilà, mais ça m'a mis le pied à l'étrier de participer à un livre, sachant que moi j'ai fait les photos et lui a fait les textes. Et puis quelques années plus tard, un copain, photographe, aussi astronome amateur, qui avait fait des livres chez Erol. Il avait fait des livres sur la photo panoramique, pas du tout astronomie. Il me dit, tu sais, je connais des gens chez Erol, un livre sur la photo astro, il faudrait que tu en fasses un. Et puis bon, réfléchissant, il dit, ouais, on peut en discuter. Prends rendez-vous avec un responsable de chez Erol. Et puis bon, c'est bon, bah, on va le faire. Voilà. Et je l'ai fait comme ça. Alors, j'ai mis 2 ans à l'écrire
parce que les textes, comme vous le savez, c'est long. Faut bien se vérifier. Faut aussi, j'avais aussi des choses à découvrir parce que je voulais pas écrire sans avoir expérimenté et mettre des photos empruntées à d'autres personnes. Je voulais vraiment avoir tout expérimenté pour pouvoir parler de tout en connaissance de cause. Donc c'est pour ça que les 2 ans, en fait, ça a servi à écrire à la fois les textes et puis aussi à faire beaucoup de photos et d'illustrations qui manquaient dans le livre. C'est pour ça que ça a pris 2 ans. Avais-tu conscience à l'époque qu'un livre comme Astrophotographie, je pense notamment à celui-là, allait marquer autant une nouvelle génération finalement d'astrophotographes, c'est-à-dire ceux qui ont grandi avec l'arrivée des CMOS, avec la démocratisation du matériel. Tu avais conscience de ça? Non, pas du tout, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, en fait, les choses se sont faites comme ça, par opportunité, petit à petit, sans forcément trop savoir où vont les choses. Euh, Moi, je me suis dit, bon, ce livre, je vais l'écrire. Au départ, j'ai écrit 1 fois et demie en volume. Et puis, l'éditeur m'a dit, non, non, faut réduire là parce que ça passera pas, hein. Ça fait trop de pages, ça fait trop cher, donc ça passera pas. Donc, faut enlever. Donc, le plus compliqué, comme je pense que tu le sais aussi, c'est pas d'ajouter, c'est d'enlever. Mais alors, enlever quoi? Résumer quoi? Aller à l'essentiel, mais c'est quoi l'essentiel? Bon, parce que j'aurais pu écrire le double ou le triple, hein, sans problème, hein. Il y a des tas de choses qui auraient pu être beaucoup plus développées, notamment sur le traitement d'image. On va prendre un logiciel donné et puis commencer, que ce soit PixInsight ou n'importe quel autre, hein, Prism ou autre, et puis commencer à développer des choses. Dès qu'on met des photos d'écran dans un livre, alors là, tout de suite, ça peut devenir une encyclopédie. Et donc, il a fallu se limiter. Mais j'avais aucune ambition sur ce livre, si ce n'est de le sortir, parce que ça fait quand même plaisir de voir qu'un livre sort. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu à la FNAC, je me suis dit, ah oui, quand même, mince, ah oui, j'ai un bouquin à la FNAC. Alors, une question que je pose à tout le monde aussi, qui a son importance parce qu'elle parle aux débutants. Quel est ton souvenir de la plus abominable galère que tu aies pu rencontrer ou celle qui te fait le plus rire? Alors, il faut que je choisisse parce qu'il y en a eu des tas, hein. Alors, c'est marrant parce que euh, quand on, euh, quand on sort des photos, comme ça, des fois, on a des commentaires, on dit, ah oui, tu as eu de la chance d'avoir du beau temps, t'as eu de la chance. Alors oui, il faut de la chance, forcément, avec le beau temps. Mais des fois, je réponds, si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu de la malchance parce qu'il faisait pas beau, ou de la malchance avec du matériel, hein. Euh, bah, le plus récent, c'est la dernière éclipse au mois de décembre, le 14 décembre, où je suis allé au Chili avec bien des difficultés. On voulait aller en Argentine, on n'a pas pu. L'Argentine était fermée, le Chili était partiellement ouvert, on est allé au Chili, mais on n'a pas pu. On voulait passer les Andes pour passer la frontière côté Argentine à cause des prévisions météo qui étaient bien meilleures côté argentin. On n'a pas pu passer la frontière qui était verrouillée. Donc on est resté à la frontière côté chilien et on a passé la journée de l'éclipse sous la pluie. La veille, grand soleil. Le lendemain, grand soleil. Le jour de l'éclipse, côté Argentine, grand soleil. Là, non, non, ça me fait toujours pas rire, là, parce que c'est le moral dans les chaussettes. Ah ouais. Voilà, c'est difficile. J'en ai une autre aussi. Ça me rappelle quelques souvenirs. Vers la fin des années 2000, je continue d'ailleurs de temps en temps, je faisais des vidéos de la station spatiale. Et à cette époque-là, il y avait encore la navette spatiale qui faisait ses vols vers la station et qui en revenait. Donc j'avais déjà filmé la navette arrimée à la station quelques mois avant, avec un astronaute en sortie dans l'espace d'ailleurs. Et, euh, et là, la navette spatiale, c'était un vol, ça devait être en 2010, la navette allait s'arrimer à l'ISS. Il y avait un passage de la station, donc avec la navette à quelques dizaines de mètres au-dessus de la Bretagne. Donc c'était quelque chose quasiment une occasion quasiment unique. Donc je vais au fin fond de la Bretagne, là, du côté de Quimper. C'était en fin de nuit, vers 5-6 heures du matin.
grand beau temps, les étoiles, je monte le télescope, je monte tout. Puis une fois tout le télescope monté, je lève les yeux, j'étais dans le brouillard complètement. À une demi-heure près, j'étais dans le brouillard. Donc j'ai loupé un passage unique et bah, je suis rentré aussi à Paris. J'ai fait la route de Quimper à Paris avec le moral, mais dans les chaussettes, terrible. Tu l'as un peu évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, mais de manière très précise, parce que tu as fait des photos absolument incroyables. Et il y en a un paquet qui sont des premières mondiales, quand même. Ça, c'est tout à fait étonnant. Je pense à une de tes dernières qui doit être le premier, l'instant zéro de la Lune, Oui, qui est fou. oui. Euh, Quelle est ta photo, la photo qui t'a apporté au moment où tu l'as faite la plus grande émotion? Bah, je pense que c'est vraiment ce passage de station spatiale avec la navette spatiale et un astronaute en sortie. On voit l'astronaute tout petit point blanc au bout du bras articulé. Donc ça, c'était quelque chose vraiment de fort quand je l'ai vécu. Mais d'autres moments forts, bah, c'est des éclipses totales aussi. J'en ai quand même fait quelques-unes réussies, pas toutes ratées. Donc des éclipses totales aussi, parce que ça, c'est juste, voilà, c'est 2 minutes de bonheur indescriptible, d'émotions extraordinaires. Et puis les aurores boréales aussi. Voilà. Ça aussi, des événements, des petites tempêtes géomagnétiques, c'est rare, mais quand ça arrive, alors c'est le feu d'artifice au-dessus de la tête. C'est quelque chose d'inoubliable. Tu as parlé du fait que vous aviez été finalement tout un groupe de pionniers. Je pense que c'est important de le rappeler parce que nous, on est une génération d'astrophotographes qui globalement vit une espèce d'âge d'or d'un point de vue Ouais. accessibilité, technologie, possibilité. On a carrément des marques aujourd'hui qui proposent presque des systèmes plug and play, ce qui est Ouais. complètement dingue par rapport à ce que vous avez connu. Euh, quelle part tu accordes je vais te poser la question deux fois. La première, c'est quelles sont pour toi les valeurs essentielles que l'astronomie a pu soit inculquer, soit exacerber, ou qui pour toi constituent l'astronomie? C'est la persévérance. Euh, ne, ne, ne pas se décourager, se dire que on va progresser petit à petit, à son rythme, on va découvrir les choses petit à petit. Je compare souvent l'astronomie ou l'astrophotographie à la pratique de la musique, la pratique d'un instrument de musique. Bah, au début, on fait des couacs, mais c'est pas grave, on progresse tous les jours. Chaque jour, on fait voilà, un morceau, chaque semaine, chaque mois, un morceau un petit peu plus difficile. On se dit, tiens, là, il y avait une difficulté, je l'ai passé. Ou bien voilà, il n'y a pas d'obligation non plus, hein. Si on trouve un morceau de musique trop dur, eh ben, on le laisse tomber puis on passe à un autre, hein. C'est aussi l'intérêt d'être amateur, c'est de ne pas non plus se mettre une pression excessive, trop de stress non plus. Un petit peu, c'est bien, mais trop, c'est plus un loisir à la fin, ça peut devenir trop stressant. Donc la persévérance parce que bah, des fois au niveau technique, ça ne fonctionne pas, on rate son coup, on a fait une mauvaise mise au point, voilà, on s'est trompé, ou les nuages sont arrivés aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est un cas très fréquent. Donc oui, la persévérance, la rigueur aussi. La rigueur, notamment être ponctuel. Alors, parce qu'à une éclipse ou un passage de station devant le Soleil ou la Lune, ben, ils ne nous attendent pas, hein. Donc, si nous, on est en retard et que le matériel n'est pas prêt, on n'a pas tout bien réglé avant, eh ben, c'est trop tard. Voilà, donc faudra attendre la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Voilà, donc la persévérance, la rigueur sur ce qui est important. Il ne faut pas là non plus se polariser sur des tout petits détails qui servent à rien. Il faut arriver à avoir de la rigueur, mais voilà, sur juste ce qui est important. Là non plus, sans chercher la petite bête partout, c'est pas forcément nécessaire. Et puis aussi, bah, savoir voilà, se faire plaisir avec ce qu'on fait. Euh, Pas forcément. C'est bien de se comparer aux autres, mais euh, bah, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas Internet. Il y avait des revues, il y avait des livres. Donc c'est vrai que les comparaisons étaient plus difficiles. Aujourd'hui, avec Internet, avec Facebook, avec les forums, avec tout ce qu'on veut,
on peut pratiquement toujours trouver quelqu'un qui fait mieux que nous. Alors, on pourrait se dire, oh, mais alors, à quoi bon? C'est décourageant. Mais là aussi, je reviens à l'exemple de la musique. Bon, il y a des virtuoses qui jouent 1 million de fois mieux que moi du piano. Mais moi, je suis content quand j'ai réussi à faire un morceau de piano. Voilà, si les autres l'écoutent, je pense qu'ils diront, ouais, bon, voilà, ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais moi, je suis content quand je suis arrivé au bout. Voilà, bah, en astro, c'est pareil. C'est se faire plaisir, progresser. Et puis, quand on fait quelque chose qui plaît aux gens, en plus, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, justement, maintenant, je vais pouvoir rebondir par rapport à ce que tu dis. Alors, c'est marrant, la persévérance, c'est la première chose que vous citez tous et que j'aurais tendance à citer à ceux que je rencontre autour de l'astrophoto. C'est vraiment marrant. Donc, tu as fait partie d'une bande de pionniers. L'entraide aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement important? Est-ce que c'est quelque chose qui a présidé à l'écriture de tes livres? Comment tu te situes, toi, par rapport à cette entraide dans ce monde des astrophotographes? C'est fondamental. Si chacun de nous devait tout redécouvrir à chaque fois, on passerait son temps à réinventer l'eau tiède. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour écrire mes livres, je souhaite avoir tout expérimenté, mais je n'ai pas tout découvert, évidemment. Enfin, voilà, j'ai découvert quelques trucs, enfin, découvert. Voilà. J'ai peut-être amélioré certaines choses, mais je veux dire, beaucoup de choses de ce que j'ai appris, la quasi-totalité de ce que j'ai appris, c'est au travaillant avec d'autres gens, voilà, qui m'ont appris l'aspect télescope, l'aspect traitement d'image, l'aspect image numérique. Donc, je dirais qu'on apprend tous les uns des autres, et heureusement. Et aujourd'hui, avec les moyens de communication, Internet, les forums, les mails, Facebook, tous les réseaux sociaux, c'est vrai, le retour d'expérience, il est infiniment plus rapide qu'à l'époque. Euh, Quelqu'un met une photo sur un forum, tout de suite, il est commentaire. Tiens, tu pourrais améliorer en faisant ci, en faisant ça. Quelqu'un met un film sur un nouveau matériel, une technique qui change un peu, qui porte des améliorations. Tout de suite, tout le monde en prend connaissance. Donc, je dirais que ça. Il y avait déjà l'entraide à l'époque, le partage des connaissances, des expériences. Aujourd'hui, ça va 1000 fois plus vite. Si tu devais résumer ton travail, quelles sont les 3 photos que tu prendrais pour dire voilà ce que j'ai fait? Les transits de stations spatiales devant le Soleil ou la Lune. Parce que ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a. C'est pareil, ça a été vraiment une grande surprise, hein. Le premier transit de l'ISS devant le Soleil, je l'ai fait en 2005 pour le bouquin, justement, en me disant, tiens, j'ai envie de mettre une photo de transit dedans. Et comme je disais tout à l'heure, je préfère les faire moi-même. J'ai fait moi-même. Puis ça m'a tellement amusé, il y avait tellement d'adrénaline à faire ce genre de choses, et il y en a encore d'ailleurs, que je me suis dit, bah, tiens, je vais continuer, je vais essayer d'améliorer la technique. Et moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de faire les images. Traiter les images, c'est moins rigolo pour moi. C'est d'être sur le terrain, de maniper, d'être la nuit sous les étoiles, tranquille, alors que tout le monde dort. Et puis voilà, être vraiment, vraiment sous le ciel. Et puis, quand il y a des événements comme ça, ultra rapides, soit une éclipse totale ou un passage d'ISS, bah, avoir l'adrénaline qui monte et l'intensité de l'événement qui monte. Donc, ouais, les transits de station, parce que ça m'amuse encore énormément de les faire, tout préparer, aller sur le terrain, et dans un endroit où je ne suis jamais allé, c'est trouver un petit coin, s'installer tranquille, et puis attendre, tout préparer, attendre l'événement. J'ai fait des quartiers de lune aussi il y a quelques années. Deux, trois, j'ai eu de la chance d'avoir un bon signe aussi avec mon C14. Donc, je suis assez content d'un des quartiers, un dernier quartier que j'ai fait en août 2016. Voilà, la vidéo de l'ISS, donc, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'astronaute en 2011. Ouais, en 2011, février 2011, ça fait 10 ans d'ailleurs, oh là là. Mais ça, c'était génial parce que aussi, là, il y a 2 ans, je suis passé à Houston et j'ai pu rencontrer cet astronaute. On a échangé des photos, C'est des fantastique, selfies tous ça. les deux. Donc, voilà, il était content d'avoir été pris du sol.
Et puis, j'ai pu aussi profiter pour visiter le centre spatial dans le centre d'entraînement des astronautes. Et par chance, Thomas Pesquet était là à ce moment-là et il est venu aussi. Voilà, j'ai eu 3 astronautes pour le prix d'un la même journée. Donc là, c'était aussi extraordinaire. En lisant l'astrophotographie, quand on démarre, on est confronté à tout un tas de notions. Alors qu'en plus, on n'est pas photographe à la base ou qu'on n'est pas astronome, il y a une masse monstrueuse d'informations à essayer déjà de décrypter, comprendre le vocabulaire, comprendre à quoi ça se réfère. Et je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué. Alors, j'ai peut-être cristallisé un peu violemment dans mon esprit, mais alors que j'essayais encore de comprendre ce qu'était une monture équatoriale, je me suis retrouvé sur un passage de ton livre où tu parles de la sensibilité d'un côté du capteur. C'est un truc que j'ai trouvé absolument monstrueux, parce que tu essaies déjà de comprendre des notions globales, et là tu te dis, le garçon qui a écrit ce livre est carrément capable de déterminer quelle est la zone du capteur qu'il va devoir utiliser pour être la plus sensible par rapport à ce qu'il veut photographier. Donc ça devient une montagne, et donc la question que je me suis posée, c'est es-tu un dangereux maniaque dans le détail? Et tu en as parlé tout à l'heure en parlant de rigueur. C'est très rigolo d'ailleurs. Tu parles de la rigueur, et c'est vrai, il en faut. Et moi, j'imaginais quelqu'un de terriblement rigoureux, Eh mais ben non, jusqu'à une non. forme de maniaquerie. Alors, c'est pas le cas. Ah non, alors pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux à la base, un peu rigoureux. Voilà, chez moi, les choses sont rangées plus ou moins. Donc non, non, je ne suis pas maniaque du tout, sur rien, pas très rigoureux à la base. Mais l'astro m'a amené de la rigueur, comme je disais tout à l'heure, là où c'est indispensable. Mettre de la rigueur pour faire une très bonne mise au point sur un instrument, ça c'est indispensable. Parce que sinon l'image elle est floue et elle ne se rattrapera pas au traitement. Donc mettre de la rigueur sur certains aspects, je vais dire que j'y ai été contraint. Alors ça, voilà, ça m'a appris des choses, ça m'a aussi fait progresser de ce côté-là. Mais non, au départ, non, non, j'y suis venu par la force des choses en fait. Parce que de toute façon, si on veut progresser, on est obligé de faire attention à certaines choses. À la collimation d'un télescope aussi, ça c'est quelque chose. C'est Gérard Perrin aussi qui me l'a apprise. Et là aussi, j'ai bien vu en expérimentant que c'était, surtout en planétaire, que c'était quelque chose enfin, j'allais dire crucial, mais même encore pire que ça. Avant de le rencontrer, la collimation de mon télescope, je la faisais voilà, quand j'avais le temps. Et puis, il m'a appris ça. Et puis, j'ai bien vu en expérimentant que même un tout petit décalage dans le réglage, surtout sur le télescope qu'on utilisait et que j'utilise encore, les Schmidt-Cassegrain, en planétaire, ça change tout. Donc, la rigueur de ce point de vue-là, bah, elle est venue par nécessité, en se disant, j'essaie de mettre tous les atouts de mon côté pour voilà, aller au bon endroit, le bon moment, le bon matériel. Mais si le bon matériel, il est mal réglé par négligence, bah, c'est pas la peine, quoi. On voit beaucoup de gens sur des forums ou sur les réseaux sociaux qui ont l'angoisse de trouver le bon matériel, le matériel de la plus haute qualité possible, le meilleur matériel possible. En sous-entendant des fois, est-ce que ce matériel sera assez bon pour moi? Mais moi, souvent, j'inverse la question, à commencer par moi-même, en disant, est-ce que je suis assez bon pour ce matériel? C'est de se dire, bon, il y en a largement assez, et en fait, le maillon faible, c'est pas lui, mais c'est pas le matériel, c'est moi. Il faut que je trouve les raisons qui font que le maillon faible, c'est moi. Alors, non pas, comme je disais tout à l'heure, en perdant de l'énergie sur des micro-détails qui servent à rien, ce qui peut arriver aussi, mais en essayant de trouver vraiment, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer et la cause c'est quoi? C'est peut-être, voilà, on le voit bien en ciel profond, hein, quand les gens viennent sur les réseaux ou sur les forums dire, voilà, je ne suis pas content de mes photos. Alors déjà, pourquoi vous n'êtes pas content? Est-ce qu'elles sont bruites? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'elles sont floues? Est-ce qu'elles sont bougées? Si elles sont bougées, pourquoi? Est-ce que c'est des guidages? Est-ce que c'est des... Voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais essayer de comprendre et de travailler, d'améliorer vraiment les points qui vont apporter quelque chose et pas ceux qui sont vraiment secondaires.
Mais c'est Euh, vrai on a constaté la même chose. Il y a une espèce de course à l'armement qui est très oui. bizarre, quoi. À croire que c'est le télescope qui fait tout seul le travail, ce qui n'est pas le cas. C'est pas le télescope ou la caméra Euh, seule. Alors après, ça aide, mais oui. faut-il déjà tirer le Bah, meilleur de ce qu'on a? voilà, on va dire comment Nadal et Djokovic, ils ont des raquettes de tennis qui sont certainement extrêmement bien faites et extrêmement coûteuses. Mais on leur remettrait une raquette ordinaire dans les mains, je pense qu'il y aurait quand même il y aurait quand même les tournois. Alors ils ont les deux, ils ont les deux, ils ont le travail, le talent, l'expérience, ils ont le bon matériel. Mais voilà, il faut. Alors les deux, c'est bien. Hein. Se payer du très bon matériel quand on en a les moyens. Voilà, c'est comme se payer une belle voiture si on en a les moyens. Ça fait plaisir, c'est agréable à utiliser. Très bien. Mais après, bah, forcément, c'est comme la musique dont je parlais tout à l'heure, il y a le savoir-faire, l'apprentissage du matériel. Et donc voilà, est-ce que, on va dire, la question, euh, voilà, est-ce que ce matériel est assez bon pour moi? Se dire, est-ce que je suis assez bon pour le matériel que j'ai? Et est-ce qu'avant d'en changer, est-ce que ça vaut le coup? On voit des fois des gens dire, oh, je suis pas content, il faut que je change de matériel. Alors, pour certains cas, oui, effectivement, le matériel les limite. Hein. Quand on a un mauvais porte-oculaire sur un télescope, c'est sûr qu'on va galérer, ça va bouger. Ça va être vraiment une limitation. Mais voilà, il faut aussi savoir faire la part des choses et puis se dire, bon, à un moment donné, voilà, il faut que je me calme et puis il faut que je me pose, je réfléchisse un petit peu et puis que je travaille sur moi. Et d'ailleurs, tiens, tu parles de réflexion. Je pense que c'est une question qui va intéresser pas mal de monde. On voit souvent des photos de toi en train de préparer la prise de vue à tel moment. Quelle est la photo qui t'a demandé la logistique la plus lourde? Et quelle était cette logistique? C'est-à-dire entre le déplacement, la préparation. C'est les passages d'ISS nocturnes parce que j'ai un système de poursuite de points lumineux, satellite, voire un avion, un système de poursuite de points lumineux qui a mis 2 ans à être mis au point. Et il n'y a que quelques exemplaires dans le monde chez les amateurs de ce système-là qui a été dupliqué. Euh, donc là, c'est un système qui a demandé pas mal de temps de développement, de mise au point. Euh, Avec un copain qui est électronicien, lui, il a fait la partie électronique, la majeure partie de l'aspect logiciel de pilotage. Moi, j'ai un peu conçu le système de manière globale, avec un système, en fait, c'est un système d'autoguidage ultra rapide. Voilà. Donc, il y a le télescope principal avec sa caméra, puis un gros chercheur avec une caméra additionnelle euh, qui est connecté à l'ordinateur, piloté par un logiciel qui pilote par un boîtier fait spécialement les moteurs de la monture. Et en fait, toi, il connaît le ciel profond et l'autoguidage. C'est exactement le même principe, sauf que c'est un autoguidage ultra rapide à 20 ou 30 images par seconde. Donc, ça pose des contraintes de vitesse de monture, de plage de vitesse sur la monture, puisque la monture, elle peut aller continuellement de vitesse 0 à 2 degrés par seconde, donc quand même très, très, très vite dans le ciel hein, pour suivre l'ISS. Donc, tout ça, ça nécessite des réglages préalables. Il faut au moins 1 heure de tout monter et tout régler avant que l'ISS passe. Sentirions-nous l'ingénieur derrière? Bon, oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Hein. Les 2, 3 personnes qui ont acheté ce système dupliqué, ils ne sont pas du tout ingénieurs hein, et ils sont très bien sortis. Donc, Non, mais eux ne l'ont pas ça demande, forcément conçu. voilà, c'est ça. Mais ça demande pas mal de temps de préparation et d'installation. Et puis, il y a aussi les transits devant le Soleil ou la Lune, où là aussi, il y a pas mal de préparation euh, pour aller, euh, pour aller trouver le bon endroit, installer tout le matériel, attendre le bon moment, sachant que des transits de station, je suis allé en faire
jusqu'en Floride, juste après un tir de navette spatiale, où j'ai fait un transit de la navette toute seule, d'ailleurs, devant le Soleil, Ça, 24 heures. ça représente combien de kilos de matériel dans l'avion, ça? Alors là, quand je pars en avion, bah, je ne peux pas emporter du très gros matériel. Donc là, j'avais emporté une lunette de 130, qui était déjà un bon gros morceau. Là, c'est une lunette de 130. En général, quand je pars vers des transits en avion, j'emporte ma FSQ, une 106 mm. Je peux difficilement emporter plus gros, mais déjà, les transits avec 106 ou 130, déjà c'est bien. Maintenant, j'utilise une 200, mais la 200, je ne peux pas l'emporter en avion, hein. Elle rentre dans la voiture, je la mets dans la voiture et je peux faire quelques centaines de kilomètres, mais je ne peux pas l'emporter en avion. La 200 mm, elle fait 1,70 m de haut, elle fait 20 kilos, et donc c'est juste pas possible. Mais là aussi, voilà, ça demande pas mal de préparation. J'en ai fait, où est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait du côté d'Abu Dhabi, j'en ai fait à Oman, j'en ai fait du côté de Philadelphie. J'en ai fait pas mal des transits d'ISS aussi. Ça m'amuse bien de les faire et puis de voyager pour les faire aussi. Alors justement, tu dis, c'est formidable, j'ai pu aller à Houston, j'ai rencontré l'astronaute que j'ai photographié, mais bon sang, comment? Comment es-tu rentré en contact avec la NASA? Raconte-nous quand même ça. C'est un peu le Graal, on va dire, pour tous les complotistes, c'est l'enfer, mais pour nous autres, un peu avec une Oui. éducation scientifique minimale ou à minima, bosser avec la NASA, c'est quand même phénoménal. Enfin, faire des choses avec eux, raconte-nous un peu ça. Mais en fait, c'est pareil, ça s'est fait vraiment comme ça, de manière inattendue et assez naturelle. J'avais commencé donc vers 2006-2007 à faire mes premiers transits d'ISS. Et puis, je me suis dit, il faut que j'assiste à un tir de navette spatiale. Donc, je vais en Floride. Et puis, je fais une demande. Alors, à l'époque, c'était plus facile que maintenant, je pense. Je fais une demande d'accréditation pour pouvoir entrer sur le site, donc sur le Kennedy Space Center, sur le site de tir. Et puis, déjà, je connaissais, il y a deux, trois personnes à la NASA qui avaient remarqué mes photos de passage de la station spatiale. Il y en avait une qui était passée sur CNN à l'époque. J'avais fait un double transit, en fait, la navette à côté de la station. Ça, c'était en 2006, ouais, en septembre 2006, qui était passé sur CNN, qui était passé dans différents journaux, Popular Science ou d'autres journaux comme ça américains. Donc il y avait déjà deux, trois personnes à la NASA qui m'avaient contacté en me disant ah ouais, ça nous intéresse vos photos parce que le commun des mortels, en fait, il visualise pas ces objets spatiaux. Il pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas voir, qui sont trop loin, qui sont invisibles, inaccessibles. Et ils m'ont dit, en fait, ça matérialise leur existence, quoi. Ça montre que ils sont pas si loin et qu'avec un télescope, ou même sans d'ailleurs, puisque l'ISS, on la voit passer très bien dans le ciel, ça existe et tout le monde peut le voir. Donc déjà, ça les a intéressés. Et quand j'avais fait cette demande d'accréditation pour rentrer sur le site sur le Kennedy Space Center, il n'y avait aucun problème. J'avais fait la demande. Et puis, j'y étais allé, il m'avait donné les badges d'accès. Et du coup, j'avais accès au site de presse. Donc, le site de presse, c'est là où il y avait toutes les télévisions, les journaux, la salle pour les conférences de presse à 5 km du pas de tir. Euh, donc, j'attends le jour du lancement, j'arrive le matin, grand beau temps, 2 heures avant le tir, le compte à rebours, il y a une espèce d'énorme compte à rebours, on le voit souvent sur des photos, là, sur le site de presse, et puis le compte à rebours s'arrête 2 heures avant le tir. Et il y avait un problème technique, et ils ont reporté le tir à plusieurs mois plus tard, et donc j'ai été très frustré parce que je n'ai pas vu ce lancement. Donc 2 ans plus tard, je me dis, bon, je recommence, je tente le coup. C'était la dernière mission de réparation de Hubble. C'est une mission très médiatisée. Tous les médias américains en parlaient énormément. Hubble, tout le monde le connaît. Et puis vraiment, cette mission de réparation, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très médiatisé. Même chose, je fais une demande d'accréditation. Tout va bien, vraiment aucun problème.
Et puis, je rentre en contact à ce moment-là avec un photographe qui travaille à la NASA, qui faisait des photos voilà, de navettes au décollage, des photos d'engins comme ça avant le décollage. Puis il me dit, ouais, vos photos m'intéressent. Moi, je vous prête un appareil photo. Il m'avait prêté un appareil photo qui complétait le mien. Puis il me dit, moi, je peux récupérer vos photos et puis les diffuser au nom de la NASA. Donc, je dis, moi, très bien, pas de problème. Le tir se passe à l'heure prévue, impeccable. 24 heures plus tard, j'avais prévu un transit. J'étais à, je sais pas, 20-30 km du centre spatial Kennedy, donc vraiment pas loin. Un transit de la navette, elle n'était pas encore en orbite, elle n'avait pas encore atteint Hubble. Elle était vraiment en route, elle était qu'à 200 km d'altitude, ce qui était très bas. Et le transit, c'est le plus court transit que j'ai jamais fait, dure un quart de seconde. Les transits, habituellement, c'est autour de la seconde, voilà, un petit peu moins de la seconde, mais là, c'était le quart de seconde, puisqu'elle était très basse, à 250 km, donc elle allait très, très vite. Euh, je pose la lunette, c'est pareil, l'adrénaline à un niveau terrible. Je pose la lunette, je fais ma rafale. Alors, la rafale sur l'appareil que j'utilisais à l'époque, c'était 4 secondes de rafale. Donc, il fallait que le transit se produise à l'intérieur de ces 4 secondes. Donc, j'avais une montre que j'ai encore, d'ailleurs, une montre radio-pilotée pour avoir l'heure exacte. Parce qu'en pleine nature, c'était le seul moyen d'avoir l'heure exacte. Et donc, je déclenche la rafale 2 secondes avant le début du transit prévu par le site de prévision. Puis la rafale, 4 secondes de rafale. Et puis là, je récupère l'appareil photo, je l'enlève de la lunette, et puis fébrilement, il devait y avoir 16 images, puisque c'était 4 images par seconde. Donc, on a 4 secondes. Donc, je regarde les 16 images une par une, en essayant de grossir un peu pour voir où elle se trouve. Je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. Je cherche, je cherche, je cherche. Puis d'un coup, je la vois. Elle était juste au bord du soleil. On voit la silhouette de la navette avec son empennage, etc. Les portes de soute ouvertes, juste au bord du soleil, sur une image sur les 16. J'étais content, très content. Je l'envoie à ce correspondant-là, ce photographe de la NASA. Le lendemain, j'avais la une du Times. Voilà, une photo en une du Times. Et puis certainement aussi dans d'autres journaux, mais il ne m'a pas dit partout où elle était passée, donc je ne sais pas exactement partout où elle est passée. Mais voilà, vraiment avec la NASA, et ça s'est passé d'une manière naturelle. Et de la même manière, là, il y a 2 ans, quand je suis allé à Houston, c'est un autre astronaute américain qui m'a contacté, qui connaissait mes photos aussi. Il m'a dit, ah, mais au centre d'entraînement, tout le monde connaît vos photos. Ah bon, oh là là, bon, je suis content. Il dit, venez, je vous ferai visiter le centre d'entraînement. Donc voilà, j'y suis allé, il m'a fait visiter, il m'a fait rencontrer donc Steve Bowen, qui était l'astronaute, donc j'avais pris en photo en orbite. Voilà, et puis il m'a dit, Thomas Pesquet, il est dans le coin en ce moment, c'est un jour de repos, mais il a dit, ouais, ok, je viens, et on va passer un moment tous les quatre ensemble. Voilà. Ça s'est fait de manière vraiment naturelle, mais c'est ça que j'aime avec les gens de la NASA, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. C'est oui ou c'est non, et puis si c'est oui, on le fait. Mais ils sont simples, ils sont accessibles. C'est des gens qui savent communiquer ce qu'ils font. Le service de communication de la NASA, c'est extraordinaire. On l'a vu avec le robot Persévérance ou même d'autres images. Hein. Ils savent partager les choses d'une manière absolument extraordinaire. Mais vraiment, avec eux, voilà, il suffit de les accrocher et puis tout se fait facilement. En ayant fait tout ce que tu as fait, c'est-à-dire les transits, la navette collée à l'ISS, l'astronaute en sortie extravéhiculaire, plus la navette, plus l'ISS, plus un petit bout de soleil pas loin, et cet instant zéro de la Lune, je m'en excuse, mais qui, moi, m'a marqué. Mais Est-ce qu'il y a une photo là, que tu as déjà en tête, peut-être, ou que tu n'as pas prévu, mais que tu rêves de faire? ça fait longtemps que j'aurais bien aimé faire une vidéo de Hubble qui passe dans le ciel, mais on peut pas le voir, on peut pas le voir depuis l'Europe. Il faut descendre soit en Afrique du Nord, voilà, en Floride on peut le voir, peut-être les Canaries, mais
voilà, si je pouvais emporter du gros matériel dans ces endroits-là, j'aimerais bien faire une vidéo de Hubble. Et puis là, ce que j'attends, c'est le départ de Thomas Pesquet pour l'ISS, normalement dans un mois. Et là, j'aimerais bien aussi refaire des vidéos et des transits d'ISS. Alors, avec lui en sortie dans l'espace, ça serait même pas la cerise sur le gâteau, ça serait l'ananas sur le, sur le cake. Quels sont tes films préférés, toi, qui traitent de l'espace? Alors, réaliste ou space opéra avec des Wookiees et des Jedi, hein, tout est possible. Voilà. Oh, j'aime bien Star Wars aussi. À l'époque, j'avais bien aimé 2001 Odyssée de l'espace parce que c'était vraiment quelque chose aussi au niveau des effets spéciaux qui était extraordinaire. J'étais fan d'ailleurs, ça c'était une série, que c'est quand j'étais ado, c'était Cosmos 1999, c'était quelque chose de... quand je les revois aujourd'hui, j'ai bien aimé Gravity aussi parce que c'était relativement réaliste, même franchement réaliste. Quels seraient les quelques conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer ou qui démarre l'astrophotographie? Je sens que la persévérance ne va pas être loin. Oui, c'est ça. Alors, la persévérance, forcément, un peu, mais à la fois d'essayer de savoir ce qu'on veut faire, parce que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, est-ce qu'on veut commencer plutôt un peu plus planétaire, lunaire, solaire, ciel profond? Qu'est-ce qu'on veut faire? Y aller petit à petit, pas vouloir tout faire d'un coup. Surtout, commencer avec du petit matériel. Euh, On voit des gens qui achètent des télescopes de 2 mètres, 3 mètres de focale pour faire du ciel profond. Ça me paraît, c'est vraiment une galère. Et toi, tu le vois bien. Et dans votre groupe, je pense que vous le voyez bien. Vous avez à la fois un télescope à focale assez longue et une lunette beaucoup plus courte. Commencer avec une lunette plus courte, c'est plus simple. On souffre moins des défauts de suivi, de la turbulence, de tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment de commencer par du matériel, je dirais, quelque chose qu'on arrive à maîtriser. Mais la comparaison aussi que je prends souvent, c'est qu'on ne commence pas à apprendre à conduire et à passer le permis de conduire avec un camion de 38 tonnes, on le commence avec une petite voiture. L'astronomie, c'est pareil. Il faut le commencer avec du matériel, pas forcément compliqué, coûteux, mais plus facile à maîtriser. Après, oui, forcément, la persévérance, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas se mettre trop de pression ou trop de stress en se disant, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, si on n'a pas, on trouvera toujours mieux que ce qu'on fait, surtout. Donc, se mettre une pression, on va dire, raisonnable, en disant, voilà, je vais progresser petit à petit, je suis content d'avancer à mon rythme. Et puis, voilà, se comparer, oui, parce que c'est quand même intéressant de voir quelle est la marge de progression qui peut rester, mais voilà, quand même ne pas se mettre trop de pression. Et puis, quand même penser que, comme tu disais tout à l'heure, on vit un âge d'or au niveau imagerie astronomique, c'est quelque chose de fabuleux. Euh, et donc, faut savoir en profiter sans forcément attendre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Ah oui, on aura du meilleur matériel. Oui, mais le matériel qu'on a aujourd'hui, il est déjà fabuleux. Donc, déjà, on fait avec ce qu'on a et puis on verra après. Il n'y a pas que les photos de Thierry qui méritent le détour. L'homme est plus qu'à la hauteur de son œuvre et nous espérons lui avoir rendu justice à travers cet entretien riche en anecdotes et histoires, mais également en conseils que nous nous empresserons de suivre. Alors Thierry, merci pour ces moments que nous sommes fiers de partager avec celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Et pour une fois, nous n'allons pas conclure cette interview par notre générique, mais bien par un petit extrait du générique de la série Cosmos 99, ne serait-ce que pour donner envie à ceux qui ne la connaissent pas de la découvrir. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astrofleet.